En 2024, il y avait pas mal de choses intéressantes à se mettre sous la rétine sur les plateformes Netflix, Prime, Apple TV. Donc c'est un choix purement subjectif et donc voici les critiques du top 10 des séries 2024 sans spoiler. Allez, c'est parti! En numéro 10, Eric sur Netflix. Benedict Cumberbatch a vraiment joué tous les rôles, Sherlock Holmes, Doctor Strange et maintenant un père de famille qui travaille comme animateur de marionnettes pour une émission de télévision pour enfants. L'histoire d'Eric se passe à New York en 1985, d'ailleurs les décors sont vraiment très bien reconstitués, et un jour le fils de Cumberbatch, dont il s'occupe pas vraiment, disparaît mystérieusement. Alors que les médias se déchaînent sur l'affaire, le père sombre dans la dépression et se crée un monstre en peluche imaginaire appelé Eric. Alors c'est une série assez particulière, Eric, car elle laisse supposer qu'il s'agirait d'une enquête policière genre thriller pour retrouver le gamin disparu, mais pas du tout en fait. L'intérêt réside dans la plongée aux enfers du père, dans sa dépression et son mal-être, sa noirceur par rapport à la disparition de son fils. Et donc en fait le monstre en peluche Eric, c'était un peu une métaphore pour illustrer cette facette obscure. Alors cette série peut être dérangeante et mettre mal à l'aise, donc c'est à déconseiller si vous n'êtes pas bien en ce moment. Le personnage n'a pas non plus grand chose attachant, Cumberbatch a toujours, cela dit, quelque chose à faire passer, et pour moi le message de cette série était assez beau, c'était l'espoir d'une vie plus positive dans l'avenir. Bon ok, c'est naïf, mais je trouve que c'est un conseil entre guillemets bien utile par les temps actuels. En numéro 9, Ripley sur Netflix. La série se passe au début des années 60. Tom Ripley vit à New York de petites escroqueries. Un jour, un type friqué lui demande de ramener son fils qui est parti vivre en Italie. Alors Ripley le retrouve et une amitié se noue, mais les choses vont très vite mal tourner. Alors on doit cette série au réalisateur et scénariste Steven Zaillian qui a écrit les scénarios de La Liste de Schindler ou encore le film Mission Impossible. Il s'est inspiré des romans de Patricia Highsmith dont on connaît le talent pour les intrigues à mystère. Et d'ailleurs ce n'est pas la première adaptation de Ripley puisqu'il y a eu Plein Soleil en 1960 avec Alain Delon et en 1999 le talentueux Monsieur Ripley avec Matt Damon et Jude Law. Alors Ripley c'est un récit sur le changement d'apparence, sur l'identification malsaine d'un prédateur envers sa proie et ça suit le parcours jalonné de mensonges et de secrets de cet homme affable à la gueule un peu de gendre idéal. Alors parmi ses qualités, il y a un scénario bien construit, intriguant à souhait, qui se centre donc sur le personnage principal, joué avec une grande classe par Andrew Scott. Je dirais que c'est là son principal intérêt. Et Ripley sort aussi du schéma narratif classique, le flic enquête pour arrêter l'auteur du crime, comment va-t-il y arriver? Non, la série a quelque chose plutôt d'hypnotique, comme un rêve éveillé, surtout vers la fin, qui est totalement inattendu. Alors l'autre qualité, évidemment, c'est son aspect visuel. Toute la série se passe dans l'ambiance des années 60 à Rome, un petit bémol avec le noir et blanc qui n'est pas terrible au niveau de la profondeur de champ, parce que c'est tourné en numérique, alors que le nitrate d'argent, quand c'est filmé en 35 mm, je trouve, offre une image mieux contrastée, mais bon, on va pas s'arrêter à ça. Cela dit, les voitures, les costumes, les décors, tout est reconstitué vraiment à la perfection. Et en plus, on voyage à Rome, à Naples, à Palerme, à Venise, à Capri, à Anzio et à Trani, où elle a été tournée. Alors oui, parmi ses défauts, la série souffre peut-être d'un rythme un peu lent, qui multiplie les plans contemplatifs, la réalisation prend le temps de bien cadrer, on a presque l'impression de suivre une leçon de cinéma académique, ce qui pourra dérouter, voire ennuyer. Donc c'est à ne pas regarder si vous êtes crevé, parce que là je pense que vous allez tomber rapidement dans les bras de Morphée. Mais en tout cas, c'est à découvrir car ça ne ressemble à rien de déjà vu. En numéro 8, Mon Petit Renne, série anglaise, toujours sur Netflix, malgré la polémique qui est née peu après la diffusion de la série, comme quoi c'était la madame obèse qui avait été harcelée et pas l'homme décrit dans la série, il faut quand même reconnaître que Mon Petit Renne ose aborder un sujet qui reste encore tabou, celui des hommes harcelés par des femmes. Alors depuis des années, on entend parler du MeToo, mais l'inverse est vrai aussi. Mais évidemment, c'est sans doute moins médiatisé, car c'est sans doute plus honteux. Et pour couronner le tout, Mon Petit Renne aborde un autre sujet, peut-être encore plus tabou, celui du viol masculin. Alors on se demande bien pourquoi regarder cette série dérangeante et sombre. Parce que les Anglais ont ce sens subtil et nuancé de montrer comment une relation d'emprise grandit crescendo et les conséquences qui en découlent. On est d'autant plus troublé en regardant Mon Petit Renne que c'est Richard Gadd, celui qui joue le rôle principal, qui raconte en fait ce qui lui est réellement arrivé et réussit ce tour de force de poser des questions de société et à nous captiver. Donc c'est une série vraiment très bien écrite et interprétée. Mon Petit Renne fait partie de ces séries donc qui vraiment nous retournent en tant que spectateurs et nous font réfléchir. Alors que, en plus,
ce qui est bien, c'est que Netflix n'en avait pas particulièrement fait la publicité, et au moment de sa diffusion, elle était dans le top 10 des séries les plus regardées sur la plateforme, et ce, dans 10 pays. Donc c'est quand même pas mal, et surtout, c'est très fort. En numéro 7, Présumé innocent. Si le scénario de cette nouvelle série vous dit quelque chose, c'est parce qu'il y avait eu un film en 1990 du même nom, avec Harrison Ford, et donc du coup, pour celles et ceux qui ont vu le film, on se dit, quel est l'intérêt de voir cette série, puisqu'on sait qui est coupable du meurtre. Mais heureusement, cette adaptation due au producteur et scénariste David Kelley, celui qui a fait Ali McBeal ou encore Goliath, s'inspire plus du roman de Scott Turow que du film de 1990. Donc on en apprend beaucoup plus sur le personnage de Rusty Sabich, joué par Jake Gyllenhaal, c'est un procureur adjoint de Chicago, qui se retrouve accusé du meurtre de sa collègue avocate Caroline Polemus. Celle-ci cachait de sombres secrets que Sabich va découvrir. Alors l'intrigue se déroule peu à peu pour nous révéler l'insoupçonnable, même si on pourra reprocher peut-être un petit coup de mou dans les épisodes 3 et 4. Alors Jake Gyllenhaal, on le savait déjà, mais c'est quand même décidément un très bon acteur capable de tout jouer, et donc je dirais que la série vaut surtout pour lui et sa prestation qui est totalement habitée. Et donc au final, c'est un thriller de bonne facture, malgré une fin peut-être un peu mal amenée, qui fait plouf comme ça, mais qui diffère du film en tout cas. En numéro 6, The Madness. J'adore les thrillers psychologiques, surtout s'ils sont bien construits. On suit le parcours de Muncie Daniel, c'est un présentateur de CNN qui se retrouve accusé à tort du meurtre de son voisin, et il va découvrir toute une machination. Même s'il n'y a rien de bien neuf dans le concept, on s'inspire des Misérables, du Fugitif, on saupoudre avec le thème du faux coupable, et alors on rajoute encore une pincée de poursuite et d'enquête, et on obtient The Madness. Mais l'ensemble a été bien réfléchi et baigne dans une ambiance paranoïaque avec des rebondissements en cascade bien amenés. On sent vraiment que le créateur Stephen Belber a été marqué par tout ce qui se passe aux États-Unis depuis le premier mandat de Donald Trump, et donc tout y passe, des informations, les fameuses fake news, industriels mouillés dans des magouilles, chantage, assassinat, etc. Alors la série multiplie les références à des classiques de films d'action et à tendance parano, comme Jason Bourne et Les 3 jours du Condor, un classique du milieu des années 70 avec Robert Redford. Et donc c'est là aussi l'origine du titre de la série, The Madness, la folie. Ça se passe autour de lui, mais aussi dans sa tête, avec toutes les informations qu'il reçoit et où il doit décoder le vrai du faux. Dans le rôle principal, Colman Domingo s'en sort vraiment très bien, parvient à faire ressortir les angoisses et les états d'âme de son rôle, mais un petit défaut cependant, ce personnage n'est pas vraiment attachant ni sympathique, ce qui fait qu'on pourra ne pas totalement s'intéresser à lui. Moi personnellement, je préfère quand je peux m'identifier ou m'attacher au personnage, mais ce n'est que mon avis. Donc l'intérêt de la série réside surtout dans le fait de savoir comment il va réussir à prouver son innocence et à révéler le complot. Et donc on pouvait craindre que la folie se termine sur un cliffhanger genre allez, on a droit à une saison 2 et on tire sur la corde. Ben non, la mini-série se termine avec une fin sérialiste, c'est bouclé en 8 épisodes, et donc on suit un bon thriller d'environ 8 heures qui est assez réussi. En numéro 5, Cross sur Amazon Prime. Alors voilà un moment qu'on n'avait plus vu une bonne série policière et intrigante. Pari réussi avec Cross qui bénéficie en plus d'une très belle photographie. On se croirait vraiment dans un film de cinéma façon David Fincher. Alors à l'origine, Cross, c'est un personnage de roman créé par l'auteur James Patterson, donc c'est un énorme best-seller. Il y a plus de 36 romans de ses aventures au compteur, donc c'est un flic, mais encore un diplômé en psychologie qui est capable de déterminer le profil de personnage dérangé et plus particulièrement de tueur en série. Alors, le personnage de Cross avait déjà été adapté au cinéma dans les années 90 avec Morgan Freeman dans 2 films, Le Collectionneur et Le Masque de l'Araignée, et puis Tyler Perry, le nom Cross en 2012. Mais les films n'ont pas très bien marché, donc le personnage de Cross est tombé aux oubliettes cinématographiquement parlant. En 2023, le scénariste et producteur Ben Watkins, qui avait travaillé sur la série Burn Notice, a eu l'idée de relancer le personnage, et il a travaillé en étroite collaboration avec l'écrivain James Patterson. Vous me direz quoi de neuf par rapport à des séries comme Esprit criminel qu'on pourrait rapprocher de Cross par la thématique? Eh bien là on sort du schéma classique du flic qui essaye d'attraper le tueur en série. On suit évidemment cela, mais ce n'est pas la trame principale de la série. L'intérêt réside plutôt dans le fait de suivre Cross au cœur de ses propres ténèbres. Il a été traumatisé par un événement brutal de son passé, et donc il sera amené à se remettre en question de façon tout aussi brutale, mais par le tueur en série qui joue avec ses pieds, qui est incarné par l'excellent Ryan Eggold qu'on avait déjà pu voir dans la série The Blacklist. Donc c'est pas un spoiler, parce qu'on le sait dès le départ, on voit qui est le tueur. Et donc attention pour les âmes sensibles, il y a quand même quelques scènes assez insoutenables à signaler. Et dans le rôle principal, Aldis Hodge assure, même s'il roule peut-être un peu trop des mécaniques en montrant sa carrure d'athlète, sans toute histoire d'appâter le public féminin, je trouve
pas qu'il s'agit du meilleur choix de casting, car il est pas totalement crédible en flic, mais il a du charisme. Alors, il y a encore un petit bémol aussi avec une fin sans doute un peu trop prévisible, mais bon, c'est une bonne surprise dans un genre usé jusqu'à la corde et avec la sempiternelle traque d'un tueur en série par les flics. En numéro 4, Franklin sur Apple TV. Ah, quel plaisir de retrouver Michael Douglas. Moi, c'est un acteur que j'aime vraiment beaucoup. Donc, on l'avait vu dans la méthode Kominsky sur Netflix, et donc il arrive toujours à nous surprendre dans des rôles riches et variés, et il le prouve une fois encore dans cette mini-série historique qui est vraiment de qualité. Donc c'est une série qui s'inspire d'un livre de 2005 écrit par Stacy Schiff et intitulé A Great Improvisation, Franklin, France and the Birth of America. On en apprend plus donc sur le rôle diplomatique de Benjamin Franklin, l'inventeur de génie, puisque vous le savez sans doute, c'est lui qui a inventé le paratonnerre et le service postal, mais contrairement à ce que beaucoup croient, moi je le crois aussi, il n'a jamais été président des États-Unis. La mini-série montre un pan des intrigues diplomatiques de Franklin auprès du roi de France Louis XVI et ses subordonnés, et en parallèle, on suit le parcours de William Temple, qui est le petit-fils de Franklin, qui a également joué un rôle important, notamment avec le célèbre Lafayette. Bon, alors ne vous attendez pas à une intrigue virevoltante ici, il n'y a pas de mise en scène spectaculaire, ni de romance, afin d'éviter le déjà-vu. Cela pourra déconcerter, mais au moins c'est original, parce que la finesse de Franklin réside principalement dans les dialogues et les situations. Alors on pourra sans doute lui reprocher un certain classicisme, voire un côté soporifique, mais Franklin est une mini-série intelligente avec d'excellents acteurs, de beaux décors et des costumes très réalistes. Et d'ailleurs, il faut signaler qu'elle a été réellement tournée à Versailles dans les vrais décors, car tourner en studio et refaire des décors, ça devait coûter un bras, c'était impayable. Si vous aimez donc les séries historiques de qualité qui ne prennent pas le spectateur pour un crétin et qui lui en apprennent quelque chose sans condescendance, eh ben voilà, comme dirait Franklin dans un français matiné d'accent américain. En numéro 3, Shogun sur Disney+. Alors j'étais un grand fan de la première mini-série de 1980 avec Richard Chamberlain, la star des oiseaux se cache pour mourir, et donc j'étais pas franchement emballé à l'idée de ce remake. Pour moi c'était bien et je voyais pas l'intérêt de refaire un remake. Alors ça parle de quoi Shogun? En gros, il s'agit du récit d'un marin échoué au Japon en 1600 et qui va, par sa connaissance des tactiques militaires, aider un seigneur de guerre japonais à maintenir son hégémonie. Alors c'est basé sur le roman de James Clavell qui était paru en 1975 et fort heureusement, la nouvelle mouture de Shogun séduit à 3 niveaux. Alors d'abord, on sent que la production n'a pas lésiné sur les moyens car le visuel, les costumes, les décors, les bateaux sont splendides. On voit vraiment que le directeur de la photographie a su exploiter au mieux les gris et les tons lumineux. Moi, je suis très sensible à ça, j'aime beaucoup la qualité visuelle et c'est d'autant pas évident qu'on sait que ça a été tourné au Canada, en Colombie-Britannique qui est connu pour son climat pluvieux et fort changeant. Donc quand même un sacré tour de force. Et ensuite, le scénario joue subtilement sur le choc des cultures entre l'anglais Blackthorn et le japonais Toranaga. C'est intriguant et imprévisible, on a envie de voir comment ça va évoluer. Et enfin, Cosmo Jarvis incarne avec prestance le personnage de Blackthorn, qui rappelle un peu par moments le Russell Crowe Gladiator, mais sans avoir son charisme. Parce que le vrai charisme, c'est Hiroyuki Sanada, c'est un acteur japonais déjà vu dans plusieurs séries de ces dernières années, comme Helix ou Westworld. Et dans les années 80, c'était lui qui jouait Hayato dans la mythique série Sankukai. Évidemment, alors il y a des rebondissements spectaculaires, sanglants, parfois cruels, donc on a des mutilations, des décapitations, des chairs éclatées, etc. C'est sans doute pas à mettre sous tous les yeux. Mais on ne s'ennuie pas, et donc les 10 épisodes peuvent se voir en binge-viewing sans problème. Et d'ailleurs, son immense succès actuel lui a assuré 2 saisons supplémentaires à venir. Chouette. Voilà, c'est vraiment une belle épopée qui a réussi à se démarquer de l'original et à suivre sans tarder. Banzai! En numéro 2, Fallout sur Amazon Prime. Alors Fallout, c'est l'adaptation d'un jeu vidéo très populaire. Désolé, je ne connais pas et je suis pas fan de jeux vidéo, mais il faut dire que la série a de quoi étonner et ne vous arrêtez pas à son affiche qui pourrait faire penser à un film fauché de série B, voire Z. Donc on s'amuse à suivre des personnages loufoques dans un univers post-apocalyptique assez barré. En gros, vous mélangez Walking Dead, le film Zombieland et le western Le Bon, la Brute et le Truand, vous secouez bien fort et vous obtenez Fallout. Donc ça raconte l'histoire de Lucy qui a grandi dans un abri souterrain. C'est une jeune femme qui, après une guerre nucléaire, remonte à la surface et part à la recherche de son père et elle devra affronter de nombreux dangers lors de son parcours. Donc elle va rencontrer Maximus, un humain paumé qui pilote un robot genre Transformers, et plus inquiétant, une goule chasseur de primes campé par Walton Goggins, le méchant de Justified. C'est un vrai régal cet acteur, et ce trio impressionnant
improbables à se rencontrer, se quitter, puis se retrouver dans des aventures rocambolesques où l'humour domine. Alors évidemment, de nouveau, pour les plus sensibles, c'est franchement trash, avec des têtes qui éclatent, du sang cascade et des boyaux avec force effets sonores, mais c'est fait dans un esprit assez déjanté, très plaisant, qui se prend jamais au sérieux, et c'est tant mieux. En coulisses, on doit cette adaptation au scénariste et producteur Jonathan Nolan, le frère du célèbre réalisateur Christopher, Oppenheimer, The Dark Knight, etc. Depuis 2011, Jonathan Nolan brise les codes de la télévision standard avec des séries audacieuses et étonnantes comme Person of Interest, 5 saisons, et Westworld et ses robots tueurs, 4 saisons. Bref, si vous avez envie de bien vous marrer, foncez voir Fallout, c'est un carton d'audience depuis son lancement, et chouette, il y aura une saison 2. En numéro 1, Le Chacal, The Day of the Jackal, 10 épisodes sur Amazon Prime. Eh bien, voilà une bonne idée que d'avoir rebooté la trame de ce film de 1973, qui était bon demeurant, mais terni par son piteux remake avec Bruce Willis en 1997. Il portait des horribles moumoutes pour changer d'apparence et c'était pas du tout crédible. Alors si la trame vous paraît très classique, un flic traque un tueur à gages, l'intérêt réside avant tout dans le parcours psychologique du tueur surnommé Le Chacal. Donc on y suit le quotidien de ce professionnel de la gâchette capable de tuer quelqu'un à plus de 3 km de distance. Même les soldats d'élite les plus entraînés n'arrivent pas à une telle prouesse, nous dit la série. Et donc le Chacal est incarné à la perfection par Eddie Redmayne, on l'avait vu dans le film Les Animaux Fantastiques, et il avait eu l'Oscar du meilleur acteur pour avoir incarné Stephen Hawking, et donc il fait vraiment froid dans le dos, car en un instant il passe du tueur froid et sans pitié au gentil père de famille. Et donc cet acteur, c'est incroyable, il maîtrise un large spectre d'émotions, il arrive à faire passer plein de choses à l'écran sans dire un mot, c'est vraiment du grand art. Alors, la série pourra mettre mal à l'aise tant elle insiste et souligne sur l'aspect méthodique et ultra préparé du tueur. On serait presque amené à croire que les producteurs ont suivi de près de vrais assassins professionnels, tant le côté clinique et descriptif imprègne la série Le Chacal de bout en bout. Et bon, en plus, c'est un excellent conducteur automobile, il est capable d'échapper aux forces de police en faisant des cascades comme James Bond. D'ailleurs, le générique du Chacal fait penser à un film de 007. Et d'ailleurs, retenez le nom de Volker Bertelmann, c'est lui qui a écrit la musique de la série, et franchement, il livre une partition incroyable, soutenant les moments de tension avec une maestria totalement maîtrisée, vraiment époustouflante. Bon, plus embêtant, je trouve, car c'est pas du tout moral sur le fond, on s'attache à ce personnage du Chacal, on est avec lui, on a envie qu'il s'en sorte. Et donc c'est pas bien, comme diraient les inconnus dans le Paris. Alors à ses côtés, l'agent campé par Lashana Lynch semble bien fade et on s'intéresse pas vraiment à ses déductions pour tenter de stopper le Chacal, on s'en fout même, car l'actrice a quelque chose, je trouve, d'agaçant. La série met souvent cet aspect d'ailleurs de côté, je trouve, et préfère s'arrêter sur le secret du Chacal par rapport à sa femme. Alors là, la série devient peut-être un peu telenovelas par moment et perd en intensité, mais se rattrape sur la fin. Et d'ailleurs, dans l'ensemble, le Chacal tient la distance et vous surprendra par sa fin imprévisible. Donc pour moi, c'est vraiment du tout bon suspense avec un visuel de première classe, rehaussé par des scènes d'action qui n'ont rien à envier à celles des gros films genre Mission Impossible et autres. Fait partie d'ailleurs 15 meilleures séries de 2024 par les critiques du monde entier, et je me rallie modestement mais entièrement à ce choix en la classant numéro 1. C'est vraiment une grosse claque dans la tronche. À la prochaine.